Alors bonjour, en particulier au monsieur que je vois arriver là-haut. Bonjour. Alors, on est sur l'hypermutation somatique. Vous vous souvenez qu'il y a une propriété unique donc, des lymphocytes, c'est de pouvoir faire des changements d'acides aminés de façon beaucoup plus fréquente que ce que vous observez d'habitude. Alors, il faudrait que je retrouve peut-être mes notes. Comment je fais pour arrêter Jonathan sur mon ordinateur? Je fais comme pour l'autre. Fonction F9. 1. Tu viens ici me montrer? Et oui, ça repart. Donc, on était à hypermutation somatique. Il me manquait une petite chose dont j'avais besoin. Pour l'instant, c'est moi qui parle, c'est pas vous. Ça se passe, vous savez, dans les ganglions. Vous vous souvenez de ça? Ça se passe au départ dans les zones sombres, où il y a une prolifération des cellules B. Et puis, au moment où ces cellules B qui ont commencé à proliférer rencontrent à nouveau l'antigène, hypermutation somatique, avec une vitesse de mutation par rapport à ce qui est observé dans une cellule autre que le lymphocyte, 100 000 fois plus rapide les mutations somatiques. Et vous savez que ces hypermutations somatiques permettent d'affiner finalement et d'augmenter l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Et vous regardez ici que cette hypermutation somatique se fait au niveau des régions CDR3. Comme c'est fait également au niveau des régions CDR3, la flexibilité jonctionnelle, l'addition de nucléotides P, l'addition de nucléotides N. Donc, pour rappeler une fois de plus l'importance de ces régions CDR3. Alors, autre raison pour avoir une grande diversité des gènes d'immunoglobulines, c'est que vous avez de multiples combinaisons pour associer tout simplement les chaînes lourdes et les chaînes légères. Alors, les chiffres, encore une fois, ils peuvent varier d'un livre d'immunologie à l'autre, parce qu'au départ, ces chiffres étaient sortis du séquençage des gènes d'immunoglobulines d'un seul individu. Donc au départ, on avait un chiffre unique chez un seul individu, puis en faisant le séquençage chez un autre individu, on s'est aperçu que les chiffres pouvaient légèrement varier. Là, on s'est tenu à ces chiffres-là, donc les combinaisons, ce n'est pas compliqué. Si vous avez effectivement à peu près 85 segments V sur la chaîne lourde, 27D, 6J, vous aviez déjà 13 770 jonctions combinatoires. Vous vérifierez que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Pour la chaîne légère, kappa, 35V, 5J, pour lambda, 30V, 4J. Ça faisait 175 et 120 combinaisons. Finalement, quand vous associez de façon combinatoire les chaînes lourdes et les chaînes légères, vous arrivez déjà à 4 millions, plus de 4 millions, 62 150 combinaisons. En fait, avec tous les mécanismes autres que l'on a vus, l'addition de nucléotides N, de nucléotides P, la flexibilité jonctionnelle, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez en théorie monter jusqu'à 10 puissance 11, 10 puissance 10 à 10 puissance 11, même si, j'avais dit qu'il pouvait y avoir des questions là-dessus, même si, en fait, chez un seul individu, vous avez la possibilité de faire 10, 10, 10, 11, mais vous en faites à peu près 17. D'accord? C'est-à-dire 10 millions. Vous avez 10 millions de combinaisons. Alors, il y a autre chose qui se passe qui est intéressant à voir, c'est que vous devez être capable de faire une commutation de classe parmi les gènes des régions constantes.
déjà, vous avez besoin de ça puisque assez tôt, il faut que le lymphocyte puisse à la fois exprimer des IgM et des IgD. Et plus tard, il devra de toute façon pouvoir exprimer d'autres régions constantes. Alors, comment ça se passe? On le voit ici. Vous avez toujours l'ADN de la chaîne lourde de la lignée germinale. Ici, vous avez une première chose qu'il faut faire, vous avez l'ADN réarrangé. Cet ADN réarrangé, il a gardé, vous vous souvenez, ou il n'a pas gardé, quelques exons J au moment où il a fait la recombinaison DJ. Donc, ils peuvent être présents ou absents. Vous passez au niveau de l'ARN transcrit primaire. Dans l'ARN du transcrit primaire, ici, vous pouvez d'abord faire un épissage de telle façon que vous mettez les uns derrière les autres. Les VDJ, ça, vous les avez réarrangés au niveau de l'ADN. Mais vous faites un épissage pour garder, par exemple, uniquement l'un derrière l'autre, mu et delta, les gènes qui codent pour les régions constantes mu et delta. Ça, vous êtes dans l'ARN transcrit primaire. Dans l'ARN transcrit primaire, vous allez ensuite réarranger cet ARN transcrit primaire pour ensuite, à partir de ce transcrit qui avait encore mu et delta, soit vous faites uniquement mu, vous faites un épissage ici, soit vous faites un épissage un petit peu plus loin au niveau de delta ici, et vous allez faire sauter la chaîne mu. Ensuite, c'est classique, d'accord, traduction. Donc, autre chose, on avait vu là le passage c'est ce que vous faites tout à fait au début, pour d'abord avoir mu delta, ensuite faire mu et ensuite faire delta. Et plus tard, votre lymphocyte qui exprimait à sa surface uniquement les chaînes M et D va devoir par exemple exprimer des IgG. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un épissage au niveau de l'ADN réarrangé. Et vous pouvez ici avoir un transcrit primaire dans lequel il reste par exemple ici un J. Et le J, il va falloir le retirer, nouvel épissage, pour arriver à l'ARN messager qui cette fois-ci a une chaîne gamma. Alors pour la demoiselle, ça m'avait frappé sa question l'autre jour. Tout ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a à la fois, encore une fois, des événements qui ne sont pas du tout dus au hasard, c'est-à-dire le fait dans lequel l'ordre se fait, et l'ordre se fait toujours en faisant d'abord une IgM, une IgD, et ensuite faisant des épissages successifs pour aller chercher les autres. Donc ça, ce n'est pas du tout dû au hasard. Et puis vous avez l'hypermutation somatique qui est bien entendu due au hasard. Donc ça, c'était pour les commutations de classe parmi les gènes des régions constantes. Et ces commutations de classe, non seulement elles ne se font pas par hasard, c'est-à-dire que vous le faites dans un certain nombre, ces commutations de classe, mais en plus de ça, vous avez des messagers qui sont envoyés au lymphocyte B sous forme de cytokines pour vous favoriser certains épissages et l'expression de certaines classes d'immunoglobulines. Par exemple, l'interleukine 4. L'interleukine 4, ça va vous favoriser une commutation de classe depuis les gènes qui codent pour les chaînes M, CMU, ça va aller vers les C-gamma 1, c'est-à-dire les IgG et même les sous-classes IgG1 ou les IgE. Donc vous avez le message, c'est que certaines cytokines, par exemple l'IL4, mais on pourrait en citer d'autres, sont capables d'induire des mutations plutôt vers certaines classes d'immunoglobulines et même sous-classes d'immunoglobulines. Alors,
commutation de classe, expression des gènes des immunoglobulines. Alors, réarrangement des gènes des immunoglobulines. Ici, on avait vu qu'on faisait sauter celui-là. Bien. Les épissages différentiels, on les avait vus. Une chose qui est importante, c'est que vous aurez besoin de faire un épissage différentiel pour produire soit des IgM ou des IgG, des formes sécrétées, soit des formes membranaires. Alors ça, on a vu déjà les commutations de classe, mais on n'a pas encore vu comment on était capable de faire soit des IgM sécrétés, soit des IgM membranaires. Alors ça, c'est encore un niveau de subtilité un petit peu plus fort. Les formes sécrétées ou les formes membranaires, vous les avez vues ici. Vous avez vu que selon que vous avez une IgM ou une IgG sécrétée ou membranaire, la queue intracytoplasmique n'a pas la même longueur. Donc il va falloir que vous ayez des gènes et des épissages de gènes pour vous fabriquez soit des queues qui correspondent à des IgM ou des IgG de membrane, ici, soit des IgM ou des IgG sécrétés. Alors, on va aller regarder ce qui se passe et quels sont les gènes qui codent justement pour ces queues un petit peu particulières. Alors, ici, vous avez un gène, c'est l'exon S, qui est ici, qui code pour cette petite chaîne ici, que l'on retrouve dans les formes sécrétées, soit par exemple des IgM, soit des IgD. C'est pareil pour les autres classes d'immunoglobulines. Donc vous avez un gène particulier qui code pour ici cette région-là. De même, vous avez ici deux exons, M1 et M2, qui codent pour les queues correspondant cette fois-ci aux formes membranaires, qui sont plus longs, M1 et M2. Et sur chaque gène correspondant IgM, IgD, etc., vous avez à chaque fois S pour sécréter M1 ou M2. D'accord ? Donc là, on a rajouté un niveau de complexité. Pour l'instant, vous connaissiez ça, la région variable. Vous connaissez les gènes qui codaient pour les différents segments des chaînes lourdes. Et là, je suis en train de vous dire que finalement, au bout ici du gène qui code pour la quatrième domaine constant des IgM et ici pour le troisième domaine constant des IgD, vous avez ici des exons particuliers qui sont les uns à la suite des autres. Celui-là qui va être responsable de la production du segment correspondant aux formes sécrétées et ces deux gènes-là correspondant à l'expression des formes membranaires. Alors comment ça va se passer ensuite pour pouvoir faire soit les formes sécrétées, soit les formes membranaires? Ben là, vous suivez bien ce qui se passe. Ici, j'ai fait un épissage. Voilà, je l'ai réalisé. Où j'ai coupé finalement ici. J'ai mis une queue poly-A parce que ici, j'ai au bout de cet exon-là un petit carré noir. C'est un site de polyadénylation. Et ici, je peux donc faire un épissage à cet endroit-là. Je vais rajouter ma queue poly-A. J'ai un ARN transcrit que je vais devoir faire maturer, mais cet ARN transcrit a bien ici l'exon correspondant
pour le gène qui code pour la forme sécrétée de l'IgM. Donc là, vous avez fait un épissage à cette région-là, vous avez rajouté une queue poly-A. Bien, on revient à mon gène, et ici, je vais devoir faire un épissage, cette fois-ci, je vais devoir le faire ici, et rajouter une queue poly-A pour essayer d'exprimer, cette fois-ci, le gène qui code, ou ici, hein, je parle ici, je vais devoir faire un épissage ici pour exprimer ces exons-là. Alors, je le fais, voilà. Alors, j'ai ça, j'ai bien ici, mais j'ai quelque chose qui me gêne ici. Il va falloir que je fasse, que je retire, c'est-à-dire je fais un premier épissage, je reviens, je fais un premier épissage ici, je rajoute une queue poly-A, j'arrive à un ARN transcrit et je fais un autre épissage, je veux faire une forme sécrétée. Je n'ai pas besoin de cet exon-là. Donc je le retire et voilà, j'ai l'ARN codant pour la chaîne mu membranaire. Ça va? Je vous vois froncer les sourcils. Hein? C'est des épissages successifs, mais celui-ci, il est simple. Hein? On coupe ici, on est là, on coupe là, on est ici, mais il faut ensuite que je retire l'exon S. Alors, une chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que là, je suis en train de fabriquer, en fait, soit des formes sécrétées, soit des formes membranaires d'une immunoglobuline. Ça pourrait être, là j'ai montré sur M, ça pourrait être sur D, ça pourrait être sur ce que vous voulez. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il faut se dire à un moment donné, tiens c'est bizarre, parce qu'il y a tout de même un temps où la cellule fait en même temps à la fois des IgM et des IgD, avant de maturer et puis de ne faire plus que des IgM, des IgD, des IgA, des IgE. Mais il y a bien un temps où vous êtes capable de faire en même temps des IgM et des IgD. Alors, effectivement, vous pouvez le faire parce que ce n'est pas un hasard, encore une fois, vous avez juste derrière l'autre, en fait, les gènes qui codent pour IgM et IgD. Et ensuite, vous allez, mais dans la même cellule, bien entendu, elle peut à la fois faire son épissage pour faire cette fois-ci une IgM de membrane. Donc on a bien fait l'épissage ici pour faire l'IgM de membrane. Il a fallu à un moment donné que je retire le segment S, ou le gène S, et en même temps, ici, je peux également, tiens, il y a quelque chose, je peux également faire mon IgD ici, je vais faire mon épissage là, et je peux faire mon IgD. Alors, j'essaie de revenir à ça. Voilà, IgM, ok, je reviens, et ici, je fais IgD. Donc regardez comment ça s'est fait. Ça s'est fait comme d'habitude en plusieurs temps. Et ici, si j'ai fait mon épissage là, je reviens, hein, je recommence. Je le fais là, c'est simple. J'ai qu'à retirer S, j'ai l'ARN et je fais bien M. Là, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Si je fais mon épissage ici, je me retrouve tout de même avec à la fois mon S qui me gêne, mais j'ai devant, ici, tous les gènes qui codent pour M qui me gênent aussi. Donc il faut que je fasse un nouvel épissage pour simplement ne garder que VDJ plus ce qui va coder pour D.
Ça va? On revoit ou ça va? Alors, transcription. Alors, on va voir ça. On va s'amuser. On va voir ça rapidement et ensuite, on va le voir plus doucement. Donc là, ce que je vais montrer, c'est la façon dont je fais des IgM et des IgD. Alors, quand vous voyez ça comme ça, vous comprenez absolument rien. On a simplement le transcrit primaire, puis je réarrange. Alors, ça c'est transcription-traduction. Alors, on va le repasser en arrêtant à chaque fois les étapes. Alors, on recommence. Hop. Bon, là, je fais déjà des épissages. D'accord? Épissage. Je continue un tout petit peu. J'arrête pas de faire des épissages. Voilà. En fait, après avoir fait ces épissages, j'ai un RNA, un transcrit primaire. Ici, je suis passé de l'ADN à l'ARN. Donc, je suis ici avec mon transcrit primaire. J'en fais un autre, transcrit primaire. Ensuite, ce transcrit primaire, il va falloir que je fasse de nouveaux épissages. Alors, ici, je fais un épissage, par exemple, qui m'a fait cette fois-ci un ARN qui va coder pour une chaîne D. Voilà, D. Ici, je fais un autre épissage de mon transcrit primaire d'ARN, mais cette fois-ci, je fais une chaîne mu. Voilà, mu. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à traduire tout ça, c'est pas compliqué. Donc, c'est des épissages successifs qui se font soit au niveau de l'ADN, soit au niveau du transcrit primaire de l'ARN. Alors, pour ceux qui sont un petit peu inquiets sur la difficulté du cours, c'est tout de même le cours le plus difficile que vous aurez en immunologie. Le reste, après, c'est beaucoup plus simple. Là, ici, ça demande un petit peu de réflexion, ça demande que vous revoyiez toutes les animations, et puis on finit par y arriver. Alors, synthèse, assemblage et sécrétion des immunoglobulines. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le schéma classique pour la synthèse, la traduction des chaînes légères, ici, le fait que ces chaînes se constituent dans le réticulum endoplasmique, ici, et vous allez voir une petite particularité qui se passe dans le réticulum endoplasmique. Vous voyez qu'ici, vous avez bien la traduction, vous avez les chaînes qui commencent à se former, ces chaînes vont aller dans des vésicules, vont aller dans le Golgi, et vous allez avoir des vésicules de sécrétion qui soit vont vous placer votre immunoglobuline qui va être sécrétée par le plasmocyte, soit votre immunoglobuline va être transportée pour rester dans la membrane de votre lymphocyte. Il y a une petite particularité qui se passe ici. La petite particularité qui se passe ici, c'est qu'en fonction de la classe de l'immunoglobuline, la façon dont s'associent les chaînes lourdes et les chaînes légères ne sont pas les mêmes. Alors, on va regarder ça. Voilà une IgM. Et l'IgM, qu'est-ce qu'elle fait? Ce qui s'associe d'abord, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une chaîne légère qui vient de se mettre avec une chaîne lourde. Ici, une autre chaîne légère qui vient se mettre avec une chaîne lourde. Et ensuite, là, les deux dimères, chaîne lourde, chaîne légère, ici, que vous voyez, vont venir s'assembler.
Ça, c'est pour les IgM. Ensuite, on passe aux IgG. Aux IgG, ça ne se fait pas de la même façon. Pour les IgG, vous allez d'abord assembler les deux chaînes lourdes. Et une fois que ces deux chaînes lourdes seront assemblées, d'abord, vous avez cette forme-là, c'est-à-dire vous avez les deux chaînes lourdes avec une chaîne légère. Ça, on est dans l'assemblage. Soit ensuite, quand vous êtes à deux chaînes lourdes, une chaîne légère, vous allez assembler avec la deuxième chaîne légère. Donc, vous voyez, pas du tout la même chose. IgM et IgD, donc on revient ici. L'assemblage à l'intérieur du réticulum endoplasmique, l'assemblage ne se fait pas de la même façon. On le fait ici. Voilà. Subtil. D'accord? Alors, toute la transcription des gènes, toute la transcription des gènes, d'abord, se fait de façon très ordonnée, et d'autre part, c'est sous l'influence d'un certain nombre de facteurs qui sont assez classiques, que l'on va voir ici, de facteurs qui vont vous réguler, en fait, les étapes clés de réarrangement des gènes des immunoglobulines. Alors, ces facteurs, on en a trois sortes. On a d'abord des promoteurs. Les promoteurs, c'est ceux que vous voyez ici en rose foncé. Les promoteurs, ce sont des séquences en fait qui sont relativement courtes, qui sont toujours en amont du site d'initiation de la transcription. Ils favorisent l'initiation de la transcription de l'ARN dans une direction spécifique. Vous allez transcrire votre ARN dans cette direction-là. Donc ça, ce sont les promoteurs que vous voyez ici, comme séquence régulatrice. Alors, à côté de ça, vous avez les activateurs. Les activateurs, ce sont les séquences que vous voyez ici en vert. Les activateurs sont des séquences qui sont situées soit en amont, soit en aval d'un gène et qui activent la transcription de façon indépendante de l'orientation. Ça peut activer la transcription en amont ou en aval. Différence donc avec les promoteurs. Et à côté de ça, vous avez des petites séquences que vous voyez, le promoteur il est là, l'activateur il est là, les séquences extinctrices, qui sont les troisièmes dont je vais vous parler, qui sont en jaune, elles sont ici. Si ça s'appelle séquence extinctrice, c'est que ça exerce une régulation négative de la transcription et elles opèrent dans les deux directions. Alors, si vous observez bien, chaque séquence, en fait, VH et chaque séquence VL a un promoteur qui est localisé immédiatement en amont de la séquence leader. Regardez, ici, j'ai dit VH, VL. J'ai un promoteur toujours en amont de la séquence leader pour chaque VH ici. D'accord? VH, VL, toujours le promoteur en amont de la séquence leader. Ça, c'est intéressant. Par contre, vous notez que les activateurs, vous en avez beaucoup moins et les séquences extinctrices, jusqu'à présent, on en a trouvé sur les chaînes lourdes, sur les chaînes kappa
mais on n'a pas jusqu'à présent trouvé sur les chaînes lambda. Kappa et lambda, si on regarde toute l'histoire que je vous raconte depuis 2 heures, on s'aperçoit que kappa et lambda, c'est tout de même très très différent hein, au niveau génétique. Alors, voilà. Pourquoi j'ai passé autant de temps sur les gènes des immunoglobulines? Je vous l'ai déjà dit. Passer autant de temps sur les gènes des immunoglobulines parce que c'est ces recombinaisons de gènes que l'on va utiliser, et c'est grâce à la connaissance en fait de ces recombinaisons de gènes, du fonctionnement donc, des gènes des immunoglobulines, que l'on a pu fabriquer les anticorps monoclonaux, qu'ils soient chimériques, humanisés ou humains. Je vous remontre au passage que vous avez déjà vu. Ça peut faire l'objet d'une question en fait. Hein. Je peux vous demander, parce que ça c'est utile dans la vie, dans la vraie vie. C'est-à-dire, c'est utile de savoir, je peux vous demander, tenez, vous avez un anticorps qui s'appelle X. C'est un anticorps qui est humain, humanisé, chimérique ou murin. Donc vous le saurez en allant voir la terminaison du nom de l'anticorps, et en voyant si la terminaison c'est EMAB, murin, XIMAB, chimérique, ZUMAB, humanisé, et UMAB, humain. Donc vous retenez bien ça, ça vous servira, même si vous n'êtes pas des fanatiques des gènes des immunoglobulines, ça vous servira toujours. Chaud. Exemple de la xénomousse. J'étais passé, vous l'avez déjà vu, la xénomousse, mais maintenant on peut la regarder d'un petit peu plus près. Comment ça se passe quand vous êtes devenu un très fort dans la génétique des immunoglobulines? Vous êtes capable de faire ça. Ça, c'est l'usine pour produire maintenant certains anticorps entièrement humains. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des cellules souches murines. D'accord? Cellules souches murines. Vous les prenez et vous allez, parmi les gènes qui codent pour les immunoglobulines, vous allez inactiver les gènes murins qui codent pour la chaîne lourde IGH. Et vous avez inactivé les gènes murins qui codent pour la gène légère IgK. Donc maintenant, vous avez une souris qui fait beaucoup de choses, sauf qu'elle n'est pas capable de produire des anticorps murins, en tout cas des IG. D'accord? À côté de ça, toujours dans vos cellules souches embryonnaires, vous allez introduire cette fois-ci des gènes humains. Donc cette souris, vous lui avez introduit les gènes qui codent pour les immunoglobulines humaines. Donc cette souris, elle a à la fois la capacité de produire des gènes des immunoglobulines murines, puisque vous n'y avez pas touché, ils sont toujours là. C'est le bleu et le jaune, le bleu et le jaune. Sauf que là, j'ai rajouté les gènes qui codent pour les immunoglobulines humaines. Ici, je ne sais pas quelle couleur, c'est violet et vert. Violet et vert. Donc, celle-ci, elle fait plus de gènes d'immunoglobulines, et celle-ci, elle en fait humain et murin. Donc, vous allez croiser, en fait, ces souris pour, à un moment, obtenir des souris de seconde génération, pour lesquelles elles auront la propriété de celle-ci qui vous arrange bien, je ne produis plus d'immunoglobulines murines, et de celle-ci, je produis des immunoglobulines humaines. Voilà, c'est la xénomousse.